Bonjour chers étudiants, dans la dernière séance, j'ai parlé des méristèmes secondaires, à savoir le cambium et le phylogène, de leur localisation ainsi que de leur fonctionnement, et également des tissus auxquels elles donnent naissance, que ce soit donc le xylème secondaire ou le phloème secondaire, qu'on appelle également le bois ou le libère, qui sont donnés par le cambium, alors que le phylogène ou l'assise subérophylodermique donne le subère vers l'extérieur, qui est un tissu de protection, et un parenchyme secondaire qu'on appelle le phéloderme. Il faut également retenir que ces tissus secondaires sont mis en place pour permettre l'augmentation de l'épaisseur des organes, contrairement aux tissus primaires, eux qui sont issus des méristèmes primaires, sont mis en place pour permettre l'allongement en longueur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anatomie de l'appareil végétatif des spermatozoïdes. Je rappelle la différence entre anatomie et histologie. L'anatomie, c'est l'étude de la structure interne, c'est-à-dire comment les tissus sont disposés les uns par rapport aux autres, alors que l'histologie, on va s'intéresser aux tissus, c'est l'étude des tissus, c'est l'étude d'un tissu qui est formé par les mêmes cellules qui ont la même origine et la même fonction. On va voir donc la structure anatomique au niveau des trois organes, à savoir la racine, la tige et la feuille. Comme on a dit, les tissus primaires, puisqu'on va parler de la structure anatomique primaire, les tissus primaires sont issus de ce qu'on appelle les méristèmes apicaux, les méristèmes primaires, et ils sont à l'origine de la croissance en longueur. Ici, vous avez trois coupes qui sont faites respectivement au niveau de la feuille, de la tige et de la racine. Je vous ai montré cette diapositive juste pour vous montrer que, juste en regardant les coupes et en distinguant un certain nombre de caractères, on peut distinguer de quel organe il s'agit. Et également, on peut aller plus loin. On va voir tout à l'heure qu'on peut même aller et déterminer le taxon, c'est-à-dire le groupe, et dire est-ce que c'est une tige de monocotylédone, est-ce que c'est une tige de dicotylédone, le gymnosperme, et ainsi de suite. Alors essayez d'imaginer avec moi qu'il n'y a pas de légende, que vous n'avez pas ici la feuille, ici la tige et la racine. Et donc, le premier caractère qu'on observe, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Alors, il y a deux types de symétrie. Il y a la symétrie bilatérale, c'est-à-dire dans ce cas, vous avez un seul plan de symétrie, et vous avez la symétrie axiale, et dans ce cas, vous avez un axe de symétrie. Qui dit symétrie bilatérale, ça veut dire que vous avez un seul plan qui vous permet de diviser votre organe en deux parties identiques. Par exemple, ici, on a uniquement ce plan-là qui permet de diviser cet organe en deux moitiés identiques. Et donc, par conséquent, cette coupe-là qu'on est en train d'observer a une symétrie bilatérale. Et lorsqu'on a une symétrie bilatérale, c'est que on est au niveau de la feuille. Lorsqu'on arrive au niveau de cette coupe, on peut avoir plusieurs plans de symétrie. Et dans ce cas, on a une symétrie axiale. Autrement dit, je peux diviser cette coupe dans ce sens et j'ai deux moitiés identiques. Je peux la couper dans ce sens et j'ai deux moitiés identiques. Je peux la couper dans ce sens et j'ai deux moitiés. Donc j'ai plusieurs plans de symétrie et par conséquent on a une symétrie axiale de la même chose au niveau de cette coupe. Et dans ce cas on dit qu'on a une symétrie axiale. Lorsqu'on a une symétrie axiale, on a soit qu'il s'agit d'une tige, soit qu'il s'agit d'une racine. Donc pour les séparer, il faut regarder d'autres critères. Alors le deuxième critère qu'on regarde, c'est de comparer l'écorce avec ce qu'on appelle le cylindre central. Alors l'écorce, c'est quoi? C'est tous les tissus qui donc de l'extérieur jusqu'à ce tissu qui est coloré en bleu, parce que c'est le tissu conducteur, et les tissus conducteurs, on est sûr qu'on est au niveau du cylindre central. Donc juste cette épaisseur, c'est l'écorce. Par contre, ici jusqu'ici, vous avez l'épaisseur, ou si vous voulez, le rayon de cylindre central. Et donc, au niveau de cette coupe, on voit que le cylindre central est plus développé que l'écorce. Si le cylindre central est plus développé que l'écorce, c'est qu'on est au niveau d'une tige. De la même manière, ici, vous avez au niveau de la racine l'écorce
elle est plus développée que le cylindre central, bien que ce n'est pas bien visible ici au niveau de cette coupe, mais on va le voir tout à l'heure au niveau d'une vraie coupe de racine, où vous allez voir que l'écorce est plus développée que le cylindre central. Alors un troisième critère qui permet de dire qu'il s'agit d'une tige, par exemple ici, vous voyez ce qui est en mauve ici, c'est le phloème primaire, et ce qui est en rouge, c'est le xylème primaire, ce sont les tissus conducteurs. Et vous voyez que dans le cas de la tige, vous avez le phloème et en dessous, vous avez le xylème, l'un au-dessus de l'autre. Et on dit que le xylème et le phloème sont superposés. Par contre, si je regarde la racine, vous voyez là, vous avez votre xylème, là, vous avez votre phloème. Donc, vous avez xylème, phloème, on dit qu'ils alternent. Vous avez une alternance entre faisceau de xylème et faisceau de phloème. Voyons ça plus clair au niveau de vraies coupes. Là, vous avez une coupe au niveau d'une racine, et on va d'abord énumérer ce qu'on appelle les caractères communs aux spermaphites, c'est-à-dire toutes les racines possèdent ces caractères. D'abord la symétrie axiale, rappelez-vous, on a plusieurs plans de symétrie, on peut diviser cette coupe dans ce sens, comme on peut la diviser dans ce sens pour avoir deux moitiés identiques. Et également, vous avez ici l'écorce est plus développée que le cylindre central. Troisième critère qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'alternance du xylème avec le phloème dans le cas de la racine. Donc vous voyez ici un faisceau de phloème, faisceau de xylème, faisceau de phloème, faisceau de xylème, faisceau de phloème. Donc vous avez ici une alternance entre faisceau de phloème et faisceau de xylème. Et on dit que le xylème et phloème sont alternes et disposés sur un seul cercle. Vous avez juste un seul cercle ici au niveau de ces faisceaux. Quatrième critère, c'est le xylème et le phloème qui ont une différenciation centripète. Alors qu'est-ce que j'entends par différenciation centripète? Lorsqu'on regarde un faisceau de xylème, par exemple ici, vous voyez qu'il y a des petits vaisseaux qu'on appelle les protoxylèmes et de gros vaisseaux qu'on appelle le métaxylème. Et la différenciation, c'est en allant du protoxylème, qui est donc des vaisseaux qui sont moins âgés, vers le métaxylème, qui sont des vaisseaux plus âgés. Lorsque je pars de petits vaisseaux vers les gros vaisseaux, je vais aller vers le centre. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle est centripète, c'est-à-dire que je pars des plus petits vaisseaux vers les plus grands vaisseaux, je me dirige vers le centre, on parle de différenciation centripète. Un autre critère qui permet de dire qu'il s'agit de racines, c'est la présence d'endoderme péricycle. L'endoderme, donc, c'est ce tissu-là, ce que vous avez là. Et le péricycle, c'est cette assise également. Rappelez-vous, on en a parlé lorsqu'on a parlé de la formation des racines secondaires. C'est lui qui est responsable de la formation des racines secondaires. Ça, c'est un critère qu'on ne trouve pas toujours parce que ça dépend du niveau où la coupe a été faite. Si la coupe a été faite au niveau de départ d'une racine secondaire, on voit que la racine vient de l'intérieur, d'où une ramification endogène. Ce n'est pas comme dans une tige. La tige, rappelez-vous, les rameaux secondaires proviennent de ce qu'on appelle les bourgeons axillaires. Les bourgeons axillaires sont à l'extérieur. Donc ici, on voit que la ramification vient de l'intérieur, vient de ce qu'on appelle le péricycle. Donc, on a ce qu'on appelle une ramification endogène. Voilà pour les critères qui me permettent de dire qu'il s'agit d'une racine. Maintenant, quels sont les critères qui me permettent de dire le groupe? C'est-à-dire, est-ce que c'est une racine de monocotylédone ou est-ce que c'est une racine de dicotylédone? Alors, je vais regarder d'abord l'extérieur, c'est-à-dire le tissu qui se trouve vers l'extérieur. Ici, on a deux tissus. On a l'assise subéreuse et l'assise pilifère. Ça, parce que, en fait, la coupe a été faite entre la zone subéreuse et la zone pilifère. Mais si la coupe a été faite uniquement au niveau de la zone subéreuse, on n'aura pas cette assise pilifère, mais on aura une assise subéreuse. Donc si on a la présence d'une assise subéreuse, c'est qu'on est au niveau d'une racine de dicotylédone. Je regarde également les tissus conducteurs, c'est-à-dire les faisceaux de xylème et de phloème. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste compter le nombre de faisceaux de xylème ou de phloème. Par exemple, là, j'ai un faisceau de xylème, un faisceau de xylème, un faisceau de xylème, un faisceau et un autre faisceau. Donc, si je les compte, je compte un nombre égal à 5. Et si le nombre de xylème ou de phloème est inférieur à 8,
là on est sûr qu'on est au niveau d'une dicotylédone ou probablement d'une gymnosperme. Les gymnospermes, en fait, leur nombre ne dépasse pas, entre le phloème et le xylème, ne dépasse pas 2 ou 3. Chez les angiospermes, lui, ça peut aller jusqu'à 8 parfois. Et troisième critère, c'est au niveau de l'endoderme. Rappelez-vous ce tissu-là, qui lui, l'endoderme, c'est le dernier tissu de l'écorce. C'est lui qui limite l'écorce et le cylindre central. Et au niveau de cet endoderme, on va observer des épaississements au niveau de la paroi latérale. Lorsqu'on regarde des cellules de l'endoderme en 3D, en fait, vous avez un revêtement de subérine ici représenté en vert au niveau de la cellule. Et lorsqu'on va faire une coupe à ce niveau-là, et en essayant de regarder d'en haut cette cellule, voilà ce qu'on voit. On voit la cellule et on voit l'épaississement qui est dû au revêtement de ce qu'on appelle la subérine. Et donc on parle ici d'endoderme en bande de Caspari parce que les épaississements sont limités juste au niveau des parois latérales. Lorsqu'on passe chez les monocotylédones, donc en fait, si on connaît les critères des dicotylédones, chez les monocotylédones, ça va être différent. Rappelez-vous, le tissu qui était vers l'extérieur, c'était la scie subéreuse chez les dicotylédones. Chez les monocotylédones, ça va être un autre tissu qu'on appelle le subéroïde. Et lui, il n'est pas formé par une seule assise, il est formé par plusieurs assises qui sont vertes. Deuxième chose, c'est le nombre de xylèmes et de phloèmes. Alors, si je compte le nombre de phloèmes ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai un nombre qui est supérieur à 8. Troisième chose, c'est l'endoderme. Le type d'endoderme, vous voyez que cette fois-ci, l'épaississement ne se limite pas juste aux parois latérales, mais également aux parois internes. Et on a un endoderme, ce qu'on appelle un endoderme en fer à cheval, ou en forme de U, la lettre U. Donc voilà pour les caractères qui me permettent de dire qu'il s'agit d'une racine de monocotylédone. C'est la présence d'un subéroïde, le nombre de xylèmes et de phloèmes supérieur à 8, et l'endoderme, il est en fer à cheval. Passons maintenant à l'organe des tiges. Les tiges également, on a dit qu'ils possèdent une symétrie axiale, mais le critère important dont on a parlé, c'est l'importance du cylindre central par rapport à l'écorce. Ici, vous avez le cylindre central qui est très développé par rapport à l'écorce. Autre chose, l'endoderme et le péricycle, on ne les voit pas, donc la limite entre l'écorce et le cylindre central n'est pas bien visible. Alors on peut déterminer le cylindre central, il peut commencer à partir de là, parce que là, c'est un tissu conducteur, c'est du xylème et du phloème, et par conséquent, là, on est sûr qu'on est au niveau du cylindre central. Donc ici, vous avez l'épaisseur du cylindre central. Là, vous avez l'épaisseur de l'écorce. Vers l'extérieur, on trouve un tissu qu'on appelle l'épiderme. Sachez que l'épiderme, on le trouve également chez les feuilles. Mais ici, puisqu'on a une symétrie axiale, on est sûr qu'on est au niveau d'une tige. Maintenant, la disposition du phloème et du xylème. Là, vous avez du phloème. Là, c'est le xylème. Et dans ce cas, vous voyez que le phloème, cette fois-ci, il est au-dessus du xylème. Donc, l'un au-dessus de l'autre, on dit qu'ils sont superposés. D'abord, il y a une superposition. Deuxième chose, vous avez le xylème, lui, il a une différenciation, cette fois-ci, centrifuge. C'est-à-dire, lorsque je me déplace des vaisseaux les plus petits vers les vaisseaux les plus grands, je vais aller vers l'extérieur. Et donc je dis qu'elle est centrifuge. Ça vient de centrifuge, ça vient de fuir. Donc elle fuit le centre. Pour déterminer maintenant le groupe, on a terminé avec les caractères qui me permettent de dire qu'il s'agit d'une tige. Maintenant, quels sont les caractères qui me permettent de savoir est-ce que c'est une tige de monocotylédone ou de dicotylédone ou de gymnosperme? Alors pour les dicotylédones gymnospermes, c'est simple. D'abord, vous avez tous les faisceaux, de xylème et de phloème qui sont disposés sur un seul cycle. Donc là, alors, si je sais de relier ces faisceaux, je vais tracer un seul cercle. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont disposés sur un seul cycle. Deuxième critère important,
c'est la présence de ce qu'on appelle l'ébauche cambiale. Rappelez-vous, le cambium, c'est le méristème secondaire, et donc là, on a déjà un début de formation des tissus secondaires. Et si on a la présence de tissus secondaires, c'est qu'on est sûr au niveau d'une dicote ou la gymnosphère, parce que vous savez que les monocotylédones ne possèdent pas de tissus secondaires, puisque généralement, ce sont des plantes annuelles. Et comme j'ai dit, les tissus secondaires, leur rôle, c'est l'augmentation de l'épaisseur de la tige, puisque les monocotylédones ne peuvent vivre qu'une seule année, maximum, parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ils n'ont pas besoin d'augmenter l'épaisseur de leur tige, puisqu'ils vont de toutes les façons périr. Alors, chez les monocotylédones, non. Vous voyez qu'au lieu d'avoir un seul cycle, les faisceaux de xylème et de phloème vont être disposés sur plusieurs cycles. Vous avez ici un premier cycle, ici un deuxième cycle, ici on ne le voit pas, également un troisième, et ici ce que vous voyez là, même s'ils sont petits, c'est également des faisceaux de xylème et de phloème, et donc c'est un autre cycle. Et donc les faisceaux de xylème et de phloème sont disposés sur plusieurs cycles. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de tissu secondaire comme dans le cas des tiges de dicotylédone. Ici, j'ai récapitulé les différents caractères de chaque organe, que ce soit la racine, que ce soit la tige. Alors, les 3 premiers critères, ce sont l'importance du cylindre central par rapport à l'écorce. Dans le cas de la racine, c'est toujours l'écorce qui est plus développée que le cylindre central. Le xylème, il a une différenciation centripète, alors que la tige, elle a une différenciation centrifuge. Les faisceaux du xylème alternent avec les faisceaux du phloème dans le cas de la racine, alors que dans le cas de la tige, ils sont superposés. Autre chose, ça c'est un critère donc il faut voir à la fin, c'est la présence de l'endoderme et du péricycle. S'ils sont présents, c'est après avoir bien sûr vu ces critères, on est sûr cette fois-ci qu'au niveau d'une racine. Maintenant, cette limite n'est pas toujours visible. Cela veut dire que certaines tiges, notamment la menthe que vous mettez dans le thé, si vous faites une coupe au niveau de la tige, vous allez observer un endoderme. Et donc, par conséquent, ce critère, il ne faut pas le voir le premier, il faut le laisser en dernier. Pour la feuille maintenant, rappelez-vous, le critère important, c'est le plan de symétrie. Donc, vous avez une symétrie bilatérale, vous avez un seul plan qui permet de diviser votre feuille en deux. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle le critère de dorsiventralité, c'est-à-dire dans ce cas, on a ce qu'on appelle l'épiderme supérieur et l'épiderme inférieur ou dorsal. Comment je vais savoir que cet épiderme c'est l'épiderme supérieur et que cet épiderme c'est l'épiderme inférieur? C'est simple, il faut s'orienter par rapport au tissu conducteur. Comment? Ici, vous avez le xylème, les vaisseaux de xylème, les gros vaisseaux et les petits vaisseaux. Ici, vous avez le phloème. Alors, toujours, l'épiderme supérieur, il est du côté du xylème et l'épiderme inférieur, il est du côté de phloème primaire. Maintenant, au niveau d'une coupe, d'une feuille de dicotylédone, première chose, si j'arrive à observer dès le départ des tissus secondaires, comme ici le xylème secondaire qui est le bois ou le phloème secondaire, c'est qu'on est au niveau d'une feuille de dicotylédone déjà, puisque les tissus secondaires n'existent que chez les dicotylédones et les gymnospermes. Maintenant, si on n'a pas ces tissus secondaires, on peut se baser sur d'autres critères, notamment au niveau des épidermes. D'abord, l'épiderme supérieur. Vous voyez qu'au niveau de l'épiderme supérieur, vous avez ce qu'on appelle une cuticule d'abord, et puis que vous n'avez pas de stomate. L'épiderme supérieur n'est pas stomatifère. Alors que l'épiderme inférieur, lui, il possède des stomates. Deuxième critère également, c'est la présence de deux types de parenchyme. On dit que c'est un mésophile hétérogène. D'abord, le parenchyme palissadique, c'est ces cellules qui sont disposées de façon perpendiculaire à l'épiderme. Et vous avez ici le parenchyme lacuneux, c'est des cellules où il y a des lacunes, des vides, parfois où il n'y a rien du tout, il n'y a que du vide. Troisième critère qui me permet de dire
que c'est une feuille de dicotylédone, je regarde comment les nervures ont été coupées. Vous savez qu'au niveau du limbe, il y a des nervures. Et les nervures, en fait, c'est quoi? C'est les tissus conducteurs, c'est les vaisseaux du xylème et du phloème primaire. Et vous voyez que dans ce cas, vous avez une nervure ici coupée transversalement, donc on a quelque chose de circulaire, alors qu'ici, une nervure, elle est coupée de façon oblique. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans le cas des feuilles de dicotylédone, vous avez plusieurs types de nervation, peiné, pédalé, palmé, ainsi de suite. Et lorsque je vais couper le limbe de ces feuilles, toutes les nervures ne vont pas être coupées de la même manière, puisque chacune part dans une direction. Par opposition au monocotylédone, qui, elle, généralement possède des nervures qui sont parallèles, et dans ce cas, lorsque je vais faire une coupe au niveau de leur limbe, toutes les nervures vont être coupées de la même manière, puisqu'elles sont parallèles. Alors, au niveau du limbe inférieur, comme j'ai dit, il y a des stomates. Là, vous avez donc l'épiderme inférieur, il y a des stomates. Et là, vous avez votre parenchyme lacuneux avec des cellules et du vide. Lorsqu'on passe chez les monocotylédones, alors, contrairement aux dicotylédones, cette fois-ci, vous avez un épiderme qui est supérieur stomatifère avec des stomates et également un épiderme inférieur qui est stomatifère avec des stomates bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comment j'ai su que ça c'est l'épiderme inférieur? Parce que de ce côté-là il y a le phloème, c'est ce que vous avez là, et de ce côté-là il y a le xylème, et donc ça c'est l'épiderme supérieur. C'est comme ça que j'arrive à savoir lequel des épidermes est l'épiderme inférieur ou l'épiderme supérieur. Autre chose, vous voyez que vous avez un mésophile homogène, pas comme chez les feuilles des dicotylédones où vous avez un parenchyme palisadique et un parenchyme lacuneux. Ici, vous avez donc un seul parenchyme, un seul type de parenchyme. Et les nervures sont parallèles, donc ils sont coupés de la même manière. Vous voyez, ils sont bien sûr équidistants. On a la même distance entre les nervures qui ont été coupées. En dernier lieu, je vais parler des caractères propres aux feuilles des gymnospermes. Là, c'est une feuille en aiguille du pin d'Alep ou la Sanabar Haleb. Comme j'avais dit dans le cours de la morphologie des feuilles, que chez les gymnospermes, les feuilles sont soit en aiguille, soit en écaille. Ici, c'est une coupe au niveau des aiguilles du sapin. Alors, premier caractère plutôt qu'on observe, c'est l'épiderme qui est très cutinisé, avec une cuticule très épaisse, et même un autre tissu qui est lignifié, qu'on voit ici en vert. Et ça permet de diminuer l'évapotranspiration, puisque comme vous le savez, c'est des plantes qui vivent dans la montagne, où il y a un stress hydrique. Deuxième critère, c'est la présence d'un mésophile qui est homogène, ici. Et autre chose, dans les feuilles en aiguille du pin, on trouve juste deux faisceaux de xylème. Vous avez un premier faisceau de xylème de phloème, un premier faisceau de xylème de phloème, et qui sont entourés par un tissu particulier qu'on appelle le tissu de transfusion, qui fait partie également du tissu de conduction. Et ici, vous avez l'endoderme. Autre chose qui caractérise les feuilles des gymnospermes, c'est ce qu'on appelle les canaux résinifères ou un canal résinifère. Donc c'est lui qui permet de synthétiser des résines. D'ailleurs, les gymnospermes, on les appelle les résineux parce qu'ils synthétisent des résines. Rappelez-vous, tout le monde connaît le gtran ou l'huile de cade. Le gtran, c'est une résine d'une gymnosperme le bois de cette larve est plus ou moins brûlé et donc la résine brûlée est récupérée sous forme d'huile de cade. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans ce cours d'anatomie des spermaphytes. Je voudrais juste vous donner deux conseils. D'abord, ne laissez pas jusqu'à la fin pour réviser, essayez de réviser au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de terminologie et de nouveaux mots pour vous. Donc il faut essayer de les apprendre au fur et à mesure. Deuxième chose, ne sous-estimez pas le TP. Essayez de ne pas rater l'examen TP. Sachez que la note du TP
représente 40% de la note du module. Autrement dit, si vous avez 20 sur 20 au niveau du module du TP, c'est l'équivalent de 8 points au niveau du module. Pourquoi je vous dis de ne pas rater l'examen TP? Parce que l'examen TP, vous ne le passez qu'une seule fois. Si vous le ratez, c'est foutu. Vous ne pouvez plus vous rattraper. L'examen écrit, vous avez de chance, mais l'examen TP, d'autre part, l'examen TP, ou si vous voulez le contenu de l'examen, le contenu des TP n'est pas trop chargé. Vous avez 1 ou 2 TP, donc il suffit de réviser ces TP pour avoir une bonne note. Et finalement, je vous demanderai, si vous voulez poser des questions, de les poser au niveau de la plateforme, comme ça tout le monde en profitera. Voilà, merci pour votre attention et bon courage pour vos examens.